J'ai compris que mes parents me volaient quand mon banquier m'a demandé pourquoi je réclamais un apport que j'avais déjà reçu 3 ans plus tôt. Je m'appelle Adrien, j'ai 32 ans, et je vis à Nantes dans un 2 pièces près de la ligne 2 du tram. Je travaille comme technicien dans une boîte qui installe des systèmes de ventilation pour des immeubles neufs, donc mes journées sentent souvent la poussière, le café de chantier et les réunions qui commencent trop tôt. Mes parents habitent encore à Cholet, dans la maison où j'ai grandi, et jusqu'à récemment je pensais que notre principal problème, c'était juste qu'ils avaient une façon très envahissante de s'inquiéter pour moi. Le dimanche, quand je rentrais les voir, ma mère me resservait toujours trop de gratin dauphinois et mon père trouvait toujours le moyen de me parler d'argent avant le dessert. Depuis mes 25 ans, je mettais de côté presque tout ce que je pouvais. Pas de grosses vacances, pas de voiture neuve, pas de meubles design comme dans les vitrines du centre-ville. Mon appartement à Nantes avait une cuisine minuscule, un voisin du dessus qui marchait comme s'il testait la solidité du parquet, et un parking qui me coûtait trop cher pour une place où je manœuvrais toujours en 3 fois. Mais je m'y sentais chez moi, et surtout, je savais pourquoi je faisais ces efforts. Je voulais acheter un petit étroit, pas loin du tram, avec une vraie chambre d'amis et un balcon où je pourrais poser une table sans bloquer la porte. Rien d'extravagant. Juste un endroit à moi, stable, propre, où personne ne pourrait débarquer en me disant que je devais quelque chose à quelqu'un. L'histoire de l'apport remontait à ma grand-mère Jeanne, la mère de mon père. Elle avait 86 ans, vivait toujours dans son pavillon à la sortie de Cholet, et gardait ses papiers dans des pochettes cartonnées avec des étiquettes écrites au stylo bleu. Quand j'étais adolescent, elle répétait souvent qu'elle avait prévu un petit coup de pouce pour chaque petit enfant. Ma sœur Léa et moi, on n'y pensait pas vraiment. À 17 ans, on croit que les adultes savent ce qu'ils font. Jeanne n'aimait pas les banques en ligne, les mots de passe, les applications et les codes par SMS. Mon père, Gérard, gérait une partie de ses papiers depuis des années, avec une procuration. Il disait que c'était plus simple, que mamie se fatiguait vite, qu'il fallait bien quelqu'un de sérieux dans la famille. Ma mère, Martine, opinait toujours en ajoutant. Ton père s'occupe de tout, heureusement qu'il est là. Moi, je les croyais. Pendant longtemps, j'ai même participé à ce système sans m'en rendre compte. Quand mes parents me demandaient de l'argent pour une urgence, je faisais un virement. La chaudière qui lâchait. La taxe foncière plus élevée que prévu. Une réparation de voiture. Une facture qu'ils avaient oublié d'anticiper. C'était rarement énorme, mais ça revenait souvent. 200 € par-ci, 500 € par-là, puis 1000 € une fois, parce que mon père avait eu un décalage de trésorerie. Quand je demandais si tout allait bien, ma mère soupirait. On ne veut pas t'embêter avec ça, tu as déjà assez de soucis. Puis, 2 jours plus tard, elle m'envoyait un message. On pensait t'avoir mieux élevé. La famille, ça compte encore pour toi. Alors je payais. Le vrai tournant a eu lieu un dimanche de février. J'étais arrivé à Cholet vers midi, après avoir acheté une baguette tradition à la boulangerie près de la maison. Dans la salle à manger, il y avait mes parents, ma sœur Léa, mon oncle Philippe, ma tante Nadine et mon oncle Alain. Je ne savais pas qu'ils seraient là. Ma mère avait sorti les assiettes blanches, celles qu'elle réservait au repas où elle voulait montrer que tout allait bien. Au début, tout avait l'air normal. Mon père parlait du prix du carburant. Léa racontait que son fils avait eu une bonne appréciation à l'école. Ma mère tournait autour de la table avec son plat de rôti comme si elle servait un repas de fête. Puis, juste avant le fromage, mon père a posé son verre et m'a regardé. « Adrien, il faut qu'on parle sérieusement. » J'ai senti mon estomac se fermer. Ma mère a baissé les yeux, mais pas trop. Juste assez pour que tout le monde comprenne qu'elle souffrait déjà. « On est dans une situation compliquée, » a dit mon père. « La maison. On risque de devoir la vendre si on ne règle pas certaines choses rapidement. » Je l'ai fixé, sans répondre. « Quelle situation ? » Mon oncle Philippe a toussé. Ma tante Nadine a regardé son assiette. Léa, elle, semblait découvrir la scène en même temps que moi. Ma mère a pris une voix douce, celle qu'elle utilisait quand elle voulait me coincer sans avoir l'air dur. « On sait que tu as ton projet d'appartement. Mais une maison de famille, Adrien, ça passe avant un caprice d'appartement. » Le mot caprice m'a piqué plus que je ne l'aurais voulu. Ce n'est pas un caprice. Je signe peut-être un compromis le mois prochain. Mon père a soufflé par le nez. Justement.
Tu as de l'argent disponible. Nous, on a besoin de ton apport pour sauver la maison. Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu ne vas pas nous laisser tomber maintenant. Il ne m'avait pas demandé. Il avait annoncé. Je me souviens avoir regardé le gratin dauphinois refroidir dans mon assiette. Tout le monde attendait ma réaction. C'était le genre de silence qui vous pousse à parler trop vite pour vous justifier. Avant, je serais tombé dedans. J'aurais bafouillé, expliqué mes mensualités, mes frais de notaire, mon dossier bancaire, ma peur de perdre l'appartement. Cette fois, je n'ai pas répondu tout de suite. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Ma mère a relevé la tête. Réfléchir? Tes parents te demandent de l'aide, et tu dois réfléchir? Oui. Mon père a eu un petit rire sec. Ça veut dire non, en fait. Ça veut dire que je ne prends pas une décision pareille entre le fromage et le dessert. La phrase a jeté un froid. Ma tante Nadine a murmuré que ce n'était peut-être pas le moment. Mon père lui a répondu que si, justement, c'était le moment, parce qu'il fallait que les choses soient dites. Puis ma mère a commencé à pleurer silencieusement, ou du moins à faire ce qu'elle appelait pleurer, un mouchoir serré, le regard vers la fenêtre, assez de bruit pour que personne ne l'ignore. Je suis reparti à Nantes avant le café. Dans ma voiture, sur la route, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Martine. Je ne te reconnais plus. Gérard. Tu as 2 minutes? Réponds. Oncle Philippe. Tes parents sont fiers. S'ils demandent, c'est qu'ils sont vraiment au bord du gouffre. Martine encore. Ta grand-mère serait tellement déçue. C'est ce message-là qui m'a fait ralentir au péage intérieur de l'autoroute. Ma grand-mère. Jeanne. Celle qui m'avait promis une aide, celle dont mes parents parlaient toujours comme d'une femme fragile qu'il fallait protéger. Pourquoi ma mère la mettait-elle dans cette histoire? Le lendemain, au chantier, j'ai passé la matinée dans un immeuble neuf près de Rezé, à vérifier des gaines dans un local technique qui sentait le plâtre humide. Je répondais aux collègues par automatisme. À midi, Camille m'a appelé. Camille, c'est une amie proche, une ancienne camarade de BTS. Elle travaille dans la maintenance d'un groupe immobilier, et elle a cette façon de poser les questions qui vous oblige à arrêter de vous mentir. Tu as la voix de quelqu'un qui n'a pas dormi. Je lui ai raconté le repas, les SMS, la maison soi-disant menacée. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit. Demande les justificatifs. À mes parents? Oui. Ils vont dire que je les traite comme des menteurs. Les gens honnêtes n'ont pas peur des justificatifs. Je n'ai pas répondu. Elle a ajouté, plus doucement. Tu n'es pas en train de trahir ta famille. Tu demandes juste où est passé ton argent. Cette phrase est restée avec moi toute la journée. Le soir même, j'ai envoyé un message calme à mes parents. Avant de prendre une décision, j'ai besoin de comprendre la situation. Pouvez-vous m'envoyer les documents concernant la dette, les échéances et le risque sur la maison? Ma mère a répondu 3 heures plus tard. C'est humiliant de devoir prouver notre détresse à notre propre fils. Mon père a appelé dans la foulée. Tu joues à quoi? Je demande des documents. Tu crois qu'on invente? Je n'ai pas dit ça. Tu le penses assez fort. Sa voix était basse, serrée. Celle qu'il prenait quand j'étais adolescent et que j'avais intérêt à ne pas insister. Papa, vous me demandez mon apport. C'est normal que je sache pourquoi. Il y a eu un silence, puis... Tu as déjà reçu bien plus que ta part dans cette famille. Ne fais pas semblant d'être lésé. Je n'ai pas compris tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Oublie. Il a raccroché. 2 jours plus tard, j'avais rendez-vous avec mon conseiller bancaire à Nantes pour mon prêt immobilier. L'agence était près de commerce, et j'y suis allé en tram avec un dossier sous le bras, bulletin de salaire, avis d'imposition, simulation de prêt, relevé de compte. J'étais encore préoccupé par mes parents, mais je pensais que la banque serait la partie simple. Les chiffres, au moins, ne pleurent pas à table. Mon conseiller, Monsieur Lenoir, a regardé mon dossier sur son écran. Il était poli, méthodique, avec la voix de quelqu'un qui annonce les mauvaises nouvelles comme des horaires de bus. Votre épargne personnelle est solide. En revanche, pour l'apport complémentaire familial, il manque la trace du versement.
Il n'a pas encore été versé. Ma grand-mère avait prévu une aide, mes parents devaient. Il a froncé les sourcils. C'est étrange. Dans l'échange de mai que vous m'avez transféré l'an dernier pour la simulation, il était indiqué que l'apport avait déjà été traité. Pardon? Il a tourné son écran légèrement vers moi. Une ligne apparaissait dans un ancien mail transmis par mon père, à l'époque où je commençais à me renseigner. Virement apport Adrien, traité. J'ai senti un froid m'envahir. Mais monsieur Lenoir, ce virement n'est jamais arrivé sur mon compte. Il a cliqué, relu, puis m'a regardé. Je ne dis pas qu'il est arrivé chez nous. Je dis que, d'après ce document, quelqu'un a présenté cette somme comme déjà disponible ou transférée à votre bénéfice. Pour votre dossier, il nous faudra une attestation claire ou une preuve de provenance des fonds. Sans ça, l'apport ne peut pas être retenu. Je suis sorti de l'agence avec l'impression que la ville faisait trop de bruit. Le tram passait, des étudiants riaient devant un kebab, un livreur à vélo a failli me frôler. Moi, je regardais la capture du mail sur mon téléphone. Virement apport Adrien, traité. Le samedi suivant, je suis allé voir ma grand-mère Jeanne sans prévenir mes parents. Elle m'a ouvert en chaussons, avec son gilet violet et son sourire un peu inquiet. Ton père n'est pas avec toi. Non, mamie. Je voulais te voir, toi. On a bu du café dans des bols, à sa petite table de cuisine. Elle m'a demandé si je mangeais assez, si mon appartement n'était pas trop humide, si je voyais encore la gentille Camille. J'ai attendu qu'elle ait fini de me poser ces questions, puis j'ai parlé de l'apport. Son visage s'est éclairé. Ah oui, ça. Tout était rangé pour toi. Ton père m'a dit qu'il s'en occupait. Tu sais où sont les papiers? Elle a plissé les yeux. Peut-être dans la boîte. La boîte? Elle s'est levée lentement et m'a emmené dans sa chambre. Dans le bas de son armoire, derrière des draps pliés, elle a sorti une vieille boîte à biscuits en métal, décorée de fleurs délavées. À l'intérieur, il y avait des courriers de banque, des copies de relevés, des notices d'assurance vie, des enveloppes avec des dates. Je garde toujours un double, a-t-elle dit. Je ne comprends pas tout, mais je garde. Je l'ai embrassée sur la joue. Tu fais bien. Je n'ai pas tout lu chez elle. Je ne voulais pas l'inquiéter. J'ai pris des photos, avec son accord, et elle m'a donné quelques copies. Le soir, dans mon 2 pièces à Nantes, j'ai étalé les documents sur ma table basse. J'avais acheté un sandwich au Carrefour City, mais je n'y ai presque pas touché. J'ai ouvert mon ordinateur, créé un tableau, noté les dates, les montants, les libellés. Au début, ce n'était qu'un désordre de chiffres. Puis les lignes ont commencé à se répondre. Un retrait important sur un placement de Jeanne. 2 jours plus tard, un virement vers un compte joint de mes parents. Une semaine après, un virement sortant avec le libellé Adrien apport appart. Sauf que le compte bénéficiaire n'était pas le mien. C'était un compte secondaire dont le nom apparaissait seulement par ses derniers chiffres, mais que mon père avait mentionné une fois comme un compte de gestion. Plus loin, une autre somme avait été déplacée. Puis une partie était partie vers un concessionnaire de camping-car, sous un libellé banal. Une autre vers le compte de Léa, avec la mention aide travaux. D'autres montants couvraient des dépenses moins claires, mais toujours dans la même période. J'ai relu 3 fois, parce que je ne voulais pas croire ce que je voyais. Les dates correspondaient aussi aux urgences pour lesquelles il m'avait demandé de l'aide. La chaudière. La taxe foncière. Le décalage de trésorerie. À chaque fois, il y avait eu de l'argent disponible ailleurs. Pas toujours assez pour tout expliquer, mais assez pour prouver qu'il ne m'avait pas raconté la vérité. J'ai appelé Camille. Elle a décroché au bout de 2 sonneries. Tu as trouvé quelque chose? Oui. Grave? Légalement, c'est très clair. Moralement, beaucoup moins. Je lui ai envoyé 2 captures. Elle est restée silencieuse quelques secondes. Ne les appelle pas ce soir. J'en ai envie. Justement. Ne le fais pas, fais des copies. Classe tout. Va voir le notaire. Elle avait raison. Le lundi matin, j'ai contacté Maître Besson, le notaire qui devait s'occuper du compromis de vente de mon appartement. Son étude se trouvait près de la place Royale, dans un immeuble ancien avec un escalier en bois qui craquait. Il m'a reçu entre 2 rendez-vous,
avec une courtoisie calme qui m'a presque fait craquer. Je lui ai expliqué la situation sans dramatiser. L'apport promis, la procuration de mon père, les documents de ma grand-mère, les virements au libellé trompeur. Il a regardé les copies, pris des notes, puis il a dit. Il faut distinguer deux choses. Votre projet immobilier, d'abord. Et la protection de votre grand-mère, ensuite. Pour votre prêt, il nous faut une provenance des fonds incontestable. Pour votre grand-mère. Si elle estime que sa procuration a été utilisée d'une manière qu'elle ne comprend pas ou n'approuve pas, elle peut la révoquer. Elle a 86 ans. Je ne veux pas la mettre au milieu d'une guerre familiale. Elle y est déjà, monsieur. La question est de savoir si elle y reste sans information. Il m'a conseillé de demander à la banque les historiques officiels, de conserver les SMS, de ne rien modifier aux documents, et surtout de ne pas accepter de régler ça en famille sans trace écrite. Il m'a aussi donné le nom d'une avocate spécialisée dans les affaires patrimoniales, pour un avis si les choses se tendaient. En sortant, j'ai reçu un nouveau SMS de ma mère. Dimanche prochain, tout le monde vient déjeuner. On parlera une bonne fois pour toutes. Ce n'est plus possible de fuir. Je me suis arrêté sur le trottoir, devant une vitrine de chaussures, et j'ai relu le message. Il voulait un tribunal familial. Très bien. Pendant la semaine, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait avec mes parents, je n'ai pas répondu à l'émotion. J'ai répondu aux faits. J'ai obtenu auprès de ma banque des attestations montrant que je n'avais jamais reçu les sommes en question. Jeanne a appelé son agence locale avec moi, sur haut-parleur, pour demander un rendez-vous. Maître Besson a préparé une note simple sur la révocation de procuration. J'ai imprimé les relevés, les mails, les SMS. J'ai acheté un dossier cartonné bleu avec des intercalaires. Le vendredi, Léa m'a appelé. Adrien, maman dit que tu veux les mettre dehors. Je fermais le coffre de ma voiture, sur un chantier à Saint-Herblain. J'ai respiré avant de répondre. Je n'ai jamais dit ça. Papa dit que tu les accuses de choses graves. Je pose des questions graves, oui. Elle a baissé la voix. Il y a quelque chose que je dois savoir? J'ai hésité. Léa évitait toujours les conflits. Elle était capable de changer de sujet au milieu d'une dispute en proposant du café. Mais elle n'était pas méchante. Tu as reçu de l'argent de papa et maman il y a 3 ans, pour tes travaux? Oui. Ils m'ont aidé pour refaire la salle de bain. Pourquoi? Tu sais d'où venait cet argent? De leurs économies, je suppose. Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a compris que quelque chose clochait. Adrien. Dimanche, écoute bien avant de prendre parti. Elle a soufflé. Je n'aime pas cette ambiance. Moi non plus. Le dimanche, je suis arrivé à Cholet avec une baguette sous le bras, comme d'habitude. Le geste m'a paru absurde, presque comique. Dans mon sac, il y avait le dossier bleu. La maison familiale était impeccable. Le portail blanc repeint, la cuisine ouverte brillante, la salle à manger prête comme pour une réunion importante. Ma mère avait invité plus de monde que prévu, mes 2 oncles, ma tante Nadine, Léa, son mari, et même Jeanne, qui était assise près de la fenêtre avec son sac à main sur les genoux. Quand je l'ai vue, j'ai compris que mes parents voulaient utiliser sa présence contre moi. Faire de moi celui qui blessait une vieille dame en parlant d'argent. Je lui ai souri. Elle m'a répondu d'un petit signe de tête, plus ferme que d'habitude. Le repas a commencé avec une politesse tendue. On a parlé météo, grève de tram à Nantes, prix des légumes au marché. Mon père servait le vin blanc avec des gestes brusques. Ma mère me surveillait comme si j'étais un invité dangereux. Au moment du plat, elle a posé sa fourchette. Adrien, on ne va pas tourner autour du pot. Ton père et moi avons besoin de savoir si tu acceptes de nous aider. Mon oncle Philippe a ajouté. Personne ne te demande de te sacrifier, mais enfin, il y a des priorités. Mon père s'est appuyé contre sa chaise. On a tout donné pour nos enfants. Aujourd'hui, quand on demande un retour, on passe pour des profiteurs. J'ai regardé Léa. Elle fixait son verre. Ma mère a continué. Et puis il faut arrêter de faire comme si tu n'avais jamais rien reçu. Tu as eu ta part. Plus que ta part, même. C'était la phrase que j'attendais. Quelle part?
Mon père a serré la mâchoire. Ne joue pas à ça. Je demande juste de préciser. Ma mère a secoué la tête, théâtrale mais contrôlée. On ne lave pas son linge sale en public. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé les assiettes, les invités, Jeanne près de la fenêtre. C'est pourtant vous qui avez organisé ce déjeuner. Personne n'a parlé. J'ai posé mon sac sur la chaise à côté de moi et j'ai sorti le dossier bleu. Je vais répondre, mais cette fois avec les chiffres. Mon père s'est redressé. Range ça. Non. Sa voix est montée d'un cran. Adrien. Je n'ai pas crié. Je crois que c'est ce qui l'a le plus déstabilisé. Le 14 avril, un retrait a été effectué depuis le placement de Mamie Jeanne. Le 16 avril, la somme est arrivée sur votre compte joint. Le 22 avril, un virement est parti avec le libellé Adrien Apport Appart. Ce virement n'est jamais arrivé sur mon compte. Ma tante Nadine a murmuré. Comment ça? J'ai tourné une page. Deuxième ligne. Le 3 mai, nouveau transfert. Une partie part vers le compte de Léa pour ses travaux, ce qu'elle ne savait pas forcément. Une autre partie correspond à un paiement lié au camping-car acheté quelques semaines plus tard. Léa a levé la tête d'un coup. Quoi? Ma mère est devenue pâle. Tu mélanges tout. Alors explique. Mon père a frappé la table du plat de la main, pas assez fort pour renverser les verres, mais assez pour faire sursauter tout le monde. Tu n'as pas honte de venir espionner tes parents? J'ai honte d'avoir cru que vous étiez en difficulté alors que vous utilisiez mon nom pour déplacer l'argent de mamie. Jeanne n'avait pas bougé. Elle regardait mon père avec une froideur que je ne lui connaissais pas. Gérard, a-t-elle dit, tu m'avais dit que c'était rangé pour Adrien. Mon père s'est tourné vers elle. Maman, ce n'est pas si simple. C'est mon argent? Il a hésité. C'était pour la famille. Ce n'est pas ce que je demande. Ma mère a porté un mouchoir à sa bouche. On a fait ce qu'on pouvait. Vous ne savez pas la pression qu'on a eue. Les factures, les soucis, les enfants. Léa l'a interrompu. Mes travaux, c'était l'argent de mamie? C'était une aide familiale, a dit ma mère. Tu m'as dit que c'était vos économies. Le silence qui a suivi a été plus lourd que toutes les accusations. Mon oncle Philippe, jusque-là très sûr de lui, a pris les copies que je lui tendais. Il les a lues lentement. Son expression a changé. Ma tante Nadine a posé une main sur son bras. Mon père a essayé de reprendre le contrôle. Tu ne comprends pas ce que ça coûte, une maison. Tu arrives avec tes papiers, ton petit appartement à Nantes, et tu crois que la vie se résume à des colonnes de chiffres. Non. Mais quand les colonnes prouvent que vous avez menti, elles comptent. Ma mère a lâché. On voulait éviter un scandale. J'ai presque ri, mais je me suis retenu. Vous m'avez traité d'ingrat devant la famille. Vous avez laissé les autres croire que j'abandonnais mes parents. Vous avez dit que j'avais reçu plus que ma part. Et maintenant vous parlez d'éviter un scandale? Jeanne s'est levée lentement. Léa s'est précipitée pour l'aider, mais elle a refusé d'un geste. Gérard, tu vas me rendre mes papiers. Tous. Et demain, je vais à la banque. Maman. Demain. Cette fois, personne n'a contesté. Je suis parti peu après. Ma mère n'a pas essayé de m'embrasser. Mon père ne m'a pas raccompagné au portail. Léa m'a suivi dehors, les yeux rouges, mais sans faire de scène. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Je te crois. Je vais rendre ce que je peux. Vois ça avec mamie et le notaire. Pas avec moi. Elle a hoché la tête. Tu vas quand même acheter ton appart? J'ai regardé la rue tranquille du lotissement, les haies bien taillées, les volets propres, tout ce décor qui avait servi à cacher le reste. Oui. Les semaines suivantes n'ont pas été simples, mais elles ont été claires. Jeanne a révoqué la procuration de mon père avec l'aide de Maître Besson. Son agence bancaire a changé ses accès, ses relevés ont été envoyés directement chez elle, et un autre suivi a été mis en place pour éviter qu'elle dépende d'une seule personne. L'avocate que j'ai consultée n'a pas promis de miracle, mais elle a expliqué calmement les démarches possibles, les courriers à envoyer, les demandes de remboursement, les accords écrits à privilégier. Mes parents ont d'abord nié, puis minimisé, puis parlé de malentendu familial.
Quand les documents sont devenus impossibles à contourner, ils ont accepté de rembourser une partie des sommes. Pas par grandeur d'âme. Parce que Jeanne, mes oncles et Léa avaient maintenant les chiffres sous les yeux, et que la version officielle ne tenait plus. Le camping-car a été vendu au printemps. Mon père a prétendu que c'était parce qu'il ne l'utilisait pas assez. Au marché, à Cholet, les gens ont sûrement eu droit à une version plus élégante. Je ne l'ai jamais demandé. Pour la première fois, leur réputation ne m'a pas semblé être mon problème. Mon projet immobilier a pris du retard. La banque a revu le montage, mon apport a été ajusté, et une partie de l'argent récupéré a été versée proprement, avec attestation et justificatif. Le jour où j'ai signé l'acte définitif chez le notaire, j'avais les mains moites. Maître Besson m'a tendu le stylo avec son calme habituel. Cette fois, tout est clair. J'ai signé. J'ai emménagé un samedi de juin. Camille est venue m'aider à monter les cartons, Léa est passée 1 heure avec son fils, et Jeanne m'a offert une cafetière italienne en disant qu'un homme propriétaire devait avoir de quoi servir un vrai café. L'appartement n'était pas parfait. Le balcon donnait sur une rue un peu passante, la peinture de l'entrée avait besoin d'être refaite, et l'ascenseur faisait un bruit inquiétant au démarrage. Mais c'était chez moi. Le lendemain matin, je me suis assis par terre, faute de table encore montée, avec un café brûlant dans un mug ébréché. Mon téléphone était posé à côté de moi. Aucun message de mes parents. J'ai failli écrire quelque chose, par réflexe. Une phrase polie. Une porte entr'ouverte. Une façon de leur montrer que je n'étais pas cruel. Puis j'ai reposé le téléphone. Je n'ai pas coupé toute ma famille. Je vois Jeanne régulièrement. J'ai repris un lien prudent avec Léa, sans faire comme si rien ne s'était passé. Avec mes parents, en revanche, il n'y a plus d'argent, plus de procuration, plus de discussions floues sur les sacrifices passés. S'ils veulent me parler, ils doivent le faire sans facture cachée derrière chaque phrase. Pendant des années, j'ai confondu être un bon fils avec être disponible, docile et solvable. Ce dimanche-là, dans leur salle à manger impeccable, j'ai compris que les liens du sang ne donnaient pas un droit d'accès à mon compte bancaire. Depuis, je garde mes papiers dans un dossier bleu, rangé dans l'entrée de mon appartement à Nantes. Pas par peur. Par mémoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.